Dans le balado cette semaine, on se retrouve face à un lion déchaîné dans la brousse et on assiste à une thérapie plutôt non conventionnelle dans une maison de campagne. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut, bon retour! Ben, toi aussi également. Alors, c'est un grand retour en force pour le balado qui avait pris une pause estivale, bien méritée. Ouais, ben oui. Là. Non, nous, on considère que oui. Donc, écoute, on s'en cachera pas que c'est pas un été qui a passé à l'histoire en termes de sorties cinéma. Ben, il y a peut-être Top Gun Maverick qui va passer à l'histoire. Là, pour, On en reviendra d'ailleurs. J'ai quelques petits trucs là-dessus, mais c'était sorti quand même avant notre pause. Oui, alors, bien je dirais, bien sûr, c'est ça. Pendant que nous, on a fait pause, on est quand même allé au cinéma. Moi, pas autant que j'aurais voulu. Toi, je sais pas. Ouais, comme un peu au début, parce que t'as eu tes vacances avant, moi je travaillais encore, fait que là je n'ai vu quelques-uns, mais pendant mes vacances, pas tant, ça a pas donné, ou ceux qui m'intéressaient, j'avais eu la chance de les voir d'avance. Je note quand même Nope, que j'ai bien aimé. J'espère un jour que les gens vont faire la paix aussi avec Get Out, là. C'est moi aussi un de mes films préférés, mais tu sais, chaque nouveau Jordan Peele n'est pas Get Out 2 et ne le sera jamais. Fait qu'il propose des visions différentes dans l'horreur. On fait la comparaison pour avec M. Night Shyamalan aussi, qu'on a toujours amené à The Sixth Sense. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le piège quand tu fais des films à punch. Tu vis ou meurs par ton punch si les gens embarquent ou non dans ce que tu proposes. Voilà. Mais moi aussi, j'ai été surpris par Nope. Je dirais, je m'attendais peut-être un petit peu plus. Je trouvais qu'il y avait un peu les défauts et les qualités de Us, donc son film précédent, où je trouvais que Us, il y avait tellement une trop grosse mythologie pour arriver à son punch, qui était tellement peu probable que ça m'a fait décrocher un petit peu. Et là, j'aurais aimé ça, en avoir un petit peu plus. Je trouvais que c'était comme un peu trop mince. Ben, sans, en tout cas, les trop dans les détails, le parallèle avec l'enfant acteur, là, devenu adulte, puis toutes ces affaires-là, c'est beaucoup la relation de l'homme avec les animaux, puis sa perception qu'il en fait, un peu. Fait que, ouais, il y a comme... C'est pas écrit pour avoir l'air intelligent, puis c'est pas écrit en nous prenant pour des imbéciles. C'est quelque chose entre les deux, mais il y a beaucoup de cadenas puis pas beaucoup de clés dans ces films, quand même, je trouve. Là. C'est bien dit, c'est bien dit. Mais on peut juste l'écouter comme une ride que tu vis, comme la ride Jaws, par exemple. Ben, d'ailleurs, je sais pas si je vais aller trop loin, mais si on s'attendait à quelque chose un peu plus Close Encounters of the Third Kind, finalement, c'était plus un Jaws, sans trop en dire, mais il nous a déjoué un petit peu. La twist, j'ai trouvé intéressante parce que je m'y attendais pas nécessairement. Je m'attendais pas à cet angle-là. Ouais, effectivement, ça c'était cool. Bullet Train, qu'on était curieux, tu l'as vu aussi? Oui, tout à fait. Ouais, j'ai trouvé ça sympathique. Je savais pas si, justement, sans mauvais jeu de mots, ça serait un accident de train, ce film-là. Il y avait une vibe sympathique dans les dialogues et tout. Ça rappelait, c'est sûr, des Guy Ritchie, Smoking Aces, ce genre de film comico-arnaque. Ouais, quoi d'intéressant. Tarantino aussi, Kill Bill un peu. Ouais, mais je trouve que c'est peut-être quand il allait du côté, on va mettre des dialogues super intelligents, que c'est comme ça, tu peux pas le prétendre. L'amener, ça l'est ou ça l'est pas. Puis c'était un niveau quand même en dessous. Mais, tu sais, j'ai ri à quelques reprises. Je trouvais que c'était une belle sortie cinéma, un soir de pluie ou un soir de canicule. C'est le genre de film, tu mets ton cerveau à off, puis on a à quoi on s'attend, c'est bien livré. Les scènes d'action sont quand même très bien t'oublies les lois de la physique aussi. Ah, ça, c'est certain. C'est quand même le réalisateur de Deadpool 2 et co-réalisateur de John Wick. Donc, déjà là, ça donne une idée où l'avant est plus mis sur le style que le réalisme, disons ça comme ça. Mais il y a de très bons caméos dans le film aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, moi, je suis allé voir, j'étais curieux un petit peu parce que c'est inspiré d'un roman japonais. Moi, je me demandais si ça allait être une BD, le style très graphique, mais j'ai vu, c'est vraiment un roman. C'est des mots, là, pas des images. Non. Et puis, on fait allusion à Tarantino, puis il y a toute une sous-histoire, en tout cas. Tout un petit truc en lien avec Thomas Le Train, qui fait très Tarantinoesque, si je peux ainsi dire. Et j'étais curieux, est-ce que ça a été créé pour le film ou c'était dans le roman? Et c'est dans le roman. OK. Donc ça m'a quand même surpris. J'aurais vraiment pensé que ça avait été écrit pour le film. Mais sais-tu si, dans le roman, c'est aussi des personnages britanniques puis américains? Non, c'est japonais. Tout le monde est japonais. Ils sont américanisés. C'est appropriation, Donc Brad Pitt, toujours excellent lorsqu'il est caboté un petit peu. Mais moi, la surprise, ça a été Joey King, qui est connu pour Netflix pour The Kissing Booth, que j'ai trouvé vraiment efficace
Ouais, puis dans le la paire des deux, j'oublie leur nom, là, mais Aaron Taylor-Johnson puis son complice, les faux jumeaux un peu, là, c'est sûr qu'il y a une chimie intéressante. Un petit film surprise que je n'étais pas certain qu'on aurait droit au Québec, Bodies, 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 qui est juste en version anglaise, un petit slasher de A24. Côté un peu comique, un peu à la Scream, je trouvais. Là. Oui. En fait, ça m'a rappelé, moi je trouve que c'est comme Ligne de fuite avec des homicides. Des amis de toujours, mais qui ont plein de beef puis qui se chicanent sur plein d'histoires. Des petites relations toxiques finalement qu'on apprend. Puis enfermé dans un chalet pendant une tempête ou quelque chose comme ça, ils décident de jouer un jeu que on ferme les lumières, on fait semblant de tuer quelqu'un, un peu à le loup-garou de je sais plus trop quelle place là, qu'on jouait. Là. Des villageois, des loups-garous, on ferme les yeux. Bla. Fait que la même chose, tu fais semblant d'être mort, mais là, il y a des gens qui meurent pour vrai. Fait que le jeu des accusations commence. Et ça dégénère, évidemment. Moi, parce que j'ai aimé, c'est plus thriller, donc si vous n'aimez pas nécessairement les films d'horreur gore, on est loin de ça. Parce qu'il n'y a pas tant d'éléments très graphiques, donc on est plus dans le suspense. Puis encore là, c'est pas un grand suspense, mais c'est vraiment juste une histoire qui est quand même intéressante. C'est l'angle aussi, le ton, c'est quand même... c'est assez comique. Ouais, c'est comique. Puis sans être burlesque, là, mais ça fait sourire. Là. Puis c'est surtout très actuel. J'ai trouvé ça le fun d'avoir des personnages très contemporains, des femmes fortes aussi. Les comédiennes sont très, très bonnes. Donc, vraiment une belle découverte. Et encore une fois, 24 fait juste... se confirmer que c'est vraiment la boîte de production d'Audace qui produisent des choses vraiment intéressantes et uniques. C'est quand même drôle aussi. Tu sais, la plupart des films, au moment qu'il faut qu'ils utilisent leur cellulaire là, en cas de panique, là, c'est là qu'ils n'ont plus de réseau, plus de batterie, plus de signal, le signal griche, quelque chose qui arrive quasiment jamais. Puis là, eux autres qui s'éclairent au cellulaire tout le long du film, personne ne manque jamais de batterie, ça, il n'y a pas de problème. Fait que c'est comme, on n'avait pas besoin de cet élément-là, donc tout le monde avait un cell bien chargé, une batterie neuve. Et voilà. Bon. T'avais-tu d'autres retours? Non, moi, pour les dans films qu'on a vus. Section actualité, un peu? Ouais, ben c'est ça. Faisons le tour un peu, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, beaucoup de décès aussi, quand même, dans les dernières semaines. Je te lance la balle. Qu'est-ce que tu as quelque chose, toi? Ouais, j'ai pas de décès, par contre. Là, ce que j'ai noté, puis ça, c'était... je t'en ai parlé hors d'onde, c'était plus pour te faire plaisir. Moi, on a déjà parlé, ça m'habitait pas tant que ça. C'est Clerks 3 et La Passion, Kevin Smith. Mais là, il a annoncé qu'il va venir, il fait une tournée avec son film, ce qu'il avait fait avec le Jay and Silent Bob reboot. Fait que dans le fond, il fait des projections de films suivies d'un Q&A de genre 1 heure et demie, là, très présent. C'est quand même des billets assez chérants. Mais là, c'est Just for Laugh, comme Juste pour rire, mais le pendant anglophone, qui comme disons, parraine sa venue à Montréal le 17 octobre prochain. Puis les billets sont en vente dès aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode-là. Fait que je connais pas les prix, mais ça va sûrement être... C'est une centaine de dollars. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça se peut que s'il y a cette formule-là, c'est parce que Clerks 3 va être difficilement distribué dans les cinémas à ce moment-là. Quand c'est plus niche, il rassemble ses fans et ses admirateurs. Puis c'est de même qu'il rentabilise le film. C'est vraiment une tournée. Là. C'est pas juste pour Montréal là, qu'il fait ça. Là. Il fait, il y a une cinquantaine de villes. C'est ça, partout aux États-Unis, un peu d'Ottawa, Toronto, Montréal, etc. Fait que le 17 octobre, si ça vous intéresse de rencontrer Kevin Smith. Parfait. Alors, moi, je vais y aller avec les décès de bord. Je vais faire la chronique nécrologie. Alors, réalisateur allemand Wolfgang Petersen est décédé il y a quelques jours, 81 ans, un cancer du pancréas, connu peut-être pour ma génération, pour le réalisateur de L'Histoire sans fin, Never Ending Story, quand même. J'ai vu ça quand j'étais jeune, mais tu vois, je savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Ouais, c'est... J'ai jamais revu ce film, ça me rendait bien confus quand j'étais jeune. Là. Ça a plus ou moins bien vieilli. C'est devenu comme un film culte là, pour certains. Moi, ça fait pas partie de mes films enfants, les films chéris de mon enfance. Ouais, t'as pas le t-shirt avec le chien géant là, dont le nom m'échappe. Mais il avait quand même réalisé auparavant Das Boot, le bateau, un film évidemment qui avait été en nomination aux Oscars. Je pense qu'il avait peut-être même gagné l'Oscar du film étranger, je suis pas certain. Donc, connu aussi pour In the Line of Fire et Air Force One dans les années 90. C'était recyclé en réalisateur de films d'action. Puis moi, c'est plus dans ses derniers films, mais 3 à l'époque, là, j'avais bien aimé. Maintenant, c'est ça, j'ai un petit recul sur américaniser tous les pans de l'histoire et tout, là, ça m'agace
plus souvent qu'autrement, mais je me souviens que justement un Brad Pitt, de le voir dans des rôles un peu peut-être différents de ce que je connaissais à cette époque-là et tout, je trouvais ça vraiment cool, la mythologie. Et puis, une autre figure marquante du cinéma, bien qu'elle n'a pas tourné dans beaucoup de films, mais un, évidemment, qui a marqué l'histoire, c'est Olivia Newton-John dans le film Grease, donc décédée à 73 ans, elle aussi d'un cancer qu'elle combattait depuis très longtemps. Donc, évidemment, ça a marqué toute une génération. Et encore aujourd'hui, un film très écouté, je pense, par les jeunes. Ouais. Ça se renouvelle tout le temps. Là. Exact, très culte, même si maintenant on réalise que c'était quand même une personne un peu toxique, le personnage de John Travolta, mais... C'était les années 50. Ouais, c'est ça, mais la musique est encore très populaire et tout, fait que oui. Sinon, dans les nouvelles de tournage annoncées, écoute, on avait déjà évoqué avant notre pause, on a eu la confirmation finalement pour la suite de Joker, Folie à 2, qui mettra bel et bien en vedette Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn, ce qu'on a soupçonné, évidemment, ça ne fait pas être grand-chose d'autre. En comédie musicale, fait qu'encore là, choix très audacieux qui a suscité beaucoup de grogne sur les réseaux sociaux parmi les fans toxiques, évidemment, des adaptations de comics et tout ça. Alors, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce qu'il y en a toujours qui chialent, mais laissons-lui la chance. Tu sais, peut-être que ça va être super intéressant. Oui, je comprends pas cette réaction. Mais en fait, je sais pas si c'est les mêmes qui chialent, c'est-à-dire qui trouvent que c'est toujours la même affaire, puis là, quand on fait quelque chose de différent, fait que j'espère que c'est le pan qui veut toujours la même chose qui est pas content que ce soit différent, puis celui que ce soit différent qui va apprécier ça. Je sais que le premier Joker avait été globalement très bien reçu, mais plus le temps passait, plus on dirait que les échos plus négatifs ressortaient. Là. J'avoue que moi-même, à la première écoute, j'avais trouvé ça comme quand même génial. Puis là, en y repensant, en l'ayant revu, j'étais là, OK, ouais, il y a des choses qui m'agacent quand même beaucoup dans ce film-là, mais la première fois, je suis tombé dans le panneau, si on veut. Fait que je suis quand même curieux de voir le deuxième. Je me demande juste si la twist comédie musicale va être comme... Je sais pas comment dire, mais un peu présentée pour tous les personnages et pour tout le monde, ou on va juste réaliser que c'est dans leur tête à eux. Comme quand ils dansent dans la salle de bain, là, après avoir tué les gars dans le métro, des trucs comme ça. Lady Gaga a dit qu'il y avait vraiment des numéros élaborés, mais j'ai comme l'impression que ça risque d'être dans leur folie, d'où le titre aussi. Mm-hmm. Et je pense un peu ça aussi, le personnage d'Harley Quinn qui vit dans un monde un peu en parallèle. Donc, j'ai curieux. Peut-être que pour une fois, ça dépend si on voit beaucoup les origin stories souvent, mais là, peut-être qu'ils vont le présenter, là, le fameux fait que sa psychologue, normalement, puis quand on tombe en amour, commence à faire des mauvaises décisions pour lui et par désir d'être aimé. Tout à fait. Sinon, on a annoncé, écoute, ça, je suis sûr que tu vas être content, un nouveau Garfield. Ouais, mais il n'y avait pas déjà annoncé ça. Non, je me mêle avec Mario Bros, je pense. Ouais, mais c'est Chris Pratt. C'est Chris Pratt qui fait la voix aussi de Garfield. Ah, j'ai tout mélangé. Non, mais le lead voice actor numéro 1. Et voilà. Donc, pour 2024, évidemment, on en sait très peu. Je pense que Samuel Jackson aussi. En tout cas, il y a quelques noms assez connus qui se joignent à la distribution. Autre annonce qui a piqué ma curiosité, que j'ai trouvé ça intéressant. Robert De Niro, qui revient à un film de mafia, dans le film Wise Guys, mais là, il va jouer les deux rôles principaux. Donc, deux chefs de clans différents, Vito Genovese et Frank Costello. C'est des frères jumeaux? Non, c'est même pas des frères, donc je sais pas, mais c'est quand même Barry Levinson qui réalise, connu surtout pour Rain Man, qui a été son grand succès. Il a fait quand même Wag the Dog à la fin des années 90, un petit film politique assez intéressant sur la satire de la politique. C'est quand même le scénariste Nicolas Pileggi qui a fait Goodfellas au scénario. Fait que, il y a quand même une équipe intéressante, mais... C'est un peu étrange comme proposition, là, mais on verra bien. Là. Je me demande si ça va virer dans l'espèce de projet d'amis qu'on fait, mais que ça devrait être plus... on se compte cette histoire-là autour de 2-3 bières un soir, mais est-ce que ça vaut la peine d'être mis en film? Puis... Et surtout, encore, c'est sûr que De Niro là, est plus jeune, donc c'est sûr qu'on va sûrement utiliser le procédé encore là, de de-aging, de le rendre plus jeune. Ouais, c'est jamais très concluant non plus, cette technologie-là. Donc, puis là, est-ce qu'un des deux va être sa face qu'on connaît ou ils vont comme maquiller puis mettre des prothèses sur les deux, là, un genre de Eddie Murphy finalement? Là. Ça reste à voir. Donc, Wise Guys, on verra bien.
Autre chose, c'était le Comic-Con, évidemment, de San Diego à la fin juillet, où souvent les studios annoncent en grande pompe plusieurs projets. Et là, c'était Marvel qui est revenu en force, annonçant plusieurs films. En fait, la phase 5 et même la phase 6. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu ce qui était sorti. Tout. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans un moulin à rumeurs. On parlait de Blade depuis longtemps. Ben là, il était placé où est-ce qu'il serait. Puis, je me souviens plus, par contre, si ça va être un film ou une série télé pour celui-là. Là. Ça va être un film. Donc, j'ai noté... Alors, phase 6, ça, par exemple. Je pense ça va être la phase 5. Okay. Donc, phase 4, ça termine cette année avec le nouveau Black Panther. Oui, cet automne. Ouais. Et ensuite, débutera en 2023, la phase 5. Donc, cette phase 4, 5, 6 s'appelle le Multiverse Saga. Alors, on lui a donné un nom après l'Infinity Saga d'1, 2, 3. Alors, il y aura Ant-Man, donc Ant-Man en février, Guardians of the Galaxy 3 en mai, The Marvels, qui est une suite à Captain Marvel, en juillet, et Blade en novembre. Alors, grosse année 2023. Et 2 autres films en 2024, Captain America New World Order, avec le faucon maintenant Sam Wilson qui est devenu Captain America, et les Thunderbolts, qui est une espèce de Suicide Squad à la Marvel, là, avec plusieurs méchants qui forment une équipe. Alors ça serait la phase 5. Et la phase 6, 3 petits films seulement, mais quand même 2 gros. On ramène les Fantastic Four en novembre 2024. Mai 2025, Avengers Kang Dynasty, et en novembre, Avengers Secret War. Alors, 2 films d'Avengers sortis en l'espace de 6 mois qui conclura cette phase-là. Eh bien. Pour les fans. Pas de nouvelles de Spider-Man, parce qu'on sait que c'est Sony et non Disney qui pilote ça, bien que des fois, ils se rajoutent donc je ne pense pas qu'ils vont attendre jusqu'en 2025 pour sortir un film de Spider-Man, donc ça va être à suivre également. Avais-tu d'autres actualités? On tombe un peu dans les bandes annonces. Écoute, moi j'ai un petit potin qui est sorti, que tu devrais apprécier. Je sais pas. Avec Taylor Swift, c'est sorti cette semaine que Taylor Swift, qui est une grande fan de Twilight, donc elle avait fait une demande pour jouer dans New Moon. Elle était prête à tout faire, un petit rôle de figurant et tout ça. Et elle l'avait-tu eu? Non, elle l'avait pas eu parce qu'en fait, elle partageait, je ne sais pas si encore c'est la même chose aujourd'hui, mais elle partageait le même agent que le réalisateur Chris White. Donc, c'est par l'agent que la demande s'est faite, puis le réalisateur a dit je pense que c'est trop un gros nom, fait que ça va amener une distraction. Les gens vont dire c'est Taylor Swift, ça va les sortir comme de l'histoire du film. Donc, il a refusé à sa demande. OK, fait que c'est juste l'info vient de couler. Là. Je savais pas si ça allait finir que elle va être dans un nouveau film de vampire. Non, un nouveau Twilight. Non, c'est Chris White, donc cette semaine en entretien qui c'est un problème. Trop big pour faire des caméos, finalement. Pour faire des troisièmes rôles. Alors, passons aux bandes annonces. Il y en a quand même quelques-unes assez intrigantes qui sont sorties cet été. Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que c'est pas tout sorti cette semaine. On se rattrape un petit peu rapidement, mais tu as parlé de Marvel. Ils ont évidemment lancé plein d'extraits de nouvelles, de photos, dont la bande-annonce attendue de Black Panther 2, Wakanda Forever, qui sort en novembre. On l'attendait devant Thor, puis finalement, ça a pris quelques semaines de plus. Il la gardait pour le Comic-Con. Exact, c'est ça. Mais, qu'est-ce qu'on a pensé, toi? C'est sûr que c'est très beau. Là. C'est beaucoup des images. On voit ce qui se passe. On a l'air de laisser justement le règne de T'Challa, qu'on comprend, le personnage de Chadwick Boseman, que je sais pas comment ils vont nous expliquer, mais il a l'air d'être décédé, d'être disparu. Mais on voit aussi à un moment donné les griffes d'un nouveau Black Panther. Probablement que le rôle va se passer. Ça se passe un peu comme le bouclier de Captain America. Par contre, je connais pas toutes les histoires. Fait que je sais que j'ai des bons copains qui m'ont parlé d'un peu de tout ce qui s'en vient, l'espèce de bataille des clans qu'on présente. Que j'ai aucune idée c'est qui, je vais devoir le découvrir dans le film. Surtout l'introduction d'un nouveau personnage assez connu dans l'univers Marvel, Namor, qui est le roi d'Atlantis, qui est mi-humain, mi-Atlante, une espèce de Spock de l'univers Marvel, qui semble être au départ, ou en tout cas éventuellement l'ennemi probablement de Wakanda. Et ce qui est intéressant dans la bande dessinée, il navigue toujours un peu entre les deux. En fait, lui, il protège les intérêts. C'est un jeu de mots. Des intérêts d'Atlantide. Donc, des fois, il va se ranger du côté des super-héros, mais des fois, il peut être leur ennemi également. Moi, ce que j'ai apprécié esthétiquement, ça a l'air encore vraiment très, très beau. Et la bande-annonce avec l'utilisation de la musique aussi, là, Woman No Cry. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une espèce de tristesse, de nostalgie, je trouve, qui est très bien
amené dans la bande-annonce. Ben, je pense que le précédent Black Panther a été, d'après moi, une surprise pour Marvel. C'est-à-dire qu'on l'avait vu avant, puis là, dans Civil War, puis suite après, on lui donne son film. Puis, tu sais, ça a fait comme plus de 700 millions, à peu près 700 millions, puis ça a eu vraiment un gros engouement planétaire. Puis je pense qu'ils s'attendaient plus à un film qui ferait un global, tu sais, 800 millions ou quelque chose comme ça. Fait que là, ils ont l'air d'avoir pas lésiné du tout sur de la musique, l'image, la production. Si justement on peut éviter l'espèce de combat de CGI un peu boiteux de la fin du premier, puis que là, on y va plus avec un vrai budget, si on veut, et peut-être une scène plus réaliste que se donner des coups de poing en tombant dans le vide non-stop. Là. Donc, à découvrir le 11 novembre, et c'est Ryan Coogler, donc réalisateur aussi du premier, qui revient pour le deuxième. Moi, pour ma part, écoute, faut que je prêche pour ma paroisse, grand amateur de films d'horreur et d'Halloween, ben on a eu la première bande-annonce d'Halloween Ends, qui sortira le 14 octobre, donc fin de cette trilogie et de la saga, probablement telle qu'on va la connaître, entre Laurie Strode, Jamie Lee Curtis et Michael Myers. Cette itération-là, parce qu'on s'entend que les deux sont pas mal vieux. Donc, très curieux de voir ça. La bande-annonce très punchée. Ben, ça a l'air d'une bataille pas mal tout le temps. Une bande-annonce de comme 1 minute 15 à peu près, où on voit les deux protagonistes qui s'échangent... quelques bons claques, coups. Là, ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe 4 ans après le dernier film Halloween Kills. OK. Fait que là, on n'est pas... non, c'est ça. On n'est pas encore dans la même nuit ou quelques jours après. Donc, ça va lui donner le temps de penser ses blessures cette fois-ci. C'est ça. J'ai hâte de voir comment ils vont expliquer cette absence-là pendant 4 ans, où il va s'être terré. Donc, bien hâte de découvrir. Intuable, ce Michael. Ben oui. Moi, j'ai la Palme d'Or, Triangle of Sadness, je sais pas comment ils vont le traduire, le triangle de la tristesse, de Ruben Östlund, qui avait fait The Square et Force Majeure, qui va sortir cet automne. Il y a entre autres Harris Dickinson, qu'on a vu récemment dans The Kingsman, et Woody Harrelson dans un rôle un peu différent, là, assez cynique, mais... c'est comme un film qui a une facture sérieuse, mais très, très cynique. Là. C'est dans le genre d'Östlund. On est sur un navire de croisière ultra riche où on dit aux serveurs et aux employés, il faut toujours que vous disiez oui, c'est ça qui est super important. Fait que là, on se moque de ces gens-là. Ça va avoir beaucoup de caprices. Ouais, beaucoup de caprices, puis qui se croient meilleurs que tout le monde. Puis évidemment, il va arriver des problèmes à bord et peut-être un éventuel naufrage. Fait que j'imagine que ça va remettre tout le monde sur un certain pied d'égalité. Beaucoup, je pense, de nausées et de mal de mer déjà dans la bande-annonce, de fluide qui déborde de partout. Fait que je pense qu'il y a des deuxièmes niveaux un peu dans tout ce discours-là, je pense. Fait que moi, je suis très curieux de voir ça. J'aime vraiment ce genre de film. Pas nécessairement prétentieux, mais c'est comme un peu un spectacle d'humour, là, d'une certaine manière, mais qui est un qui va te faire... qui va te mettre la face dans ton propre caca un peu. Là. Fait que, moi, ça me plaît bien, ça. Ouais, je pense qu'il va y avoir de bons malaises. The Triangle of Sadness qui sort en octobre également. Ouais, exactement. Il y a un petit peu avant, la date n'est pas calée, mais je pense que ça va être ça, fin septembre, peut-être octobre, c'est Viking de Stéphane Lafleur. C'est peut-être tous des films aussi qu'on avait parlé là, dernièrement quand il y avait des annonces de tournage, comme je pense à Triangle of Sadness quand il avait gagné la Palme d'Or et tout, mais là... ils s'en viennent sur nos écrans. Fait que Viking de Stéphane Lafleur, coécrit avec Éric Kaboulian, qui est associé à tous les projets québécois, on dirait, ces temps-ci. Avec Steve Laplante, qui est actuellement dans Les Tricheurs, qui avait été dans Babysitter. Et Larissa Corriveau, qui est dans Un été comme ça. Donc, on va parler plus tard dans l'épisode. C'est le film où il envoie une équipe sur Mars. Puis pour aider à régler les problèmes personnels, ils ont réussi à ramasser plein d'individus qui ont les mêmes... qui sont quasiment des copies conformes d'eux émotionnellement. Puis ils les enferment comme dans une simulation de cette odyssée-là, en disant, voici les problèmes qu'ils vivent en haut, essayez de les recréer pour voir comment on peut régler ça. Sauf que c'est drôle parce qu'il y a des hommes qui sont joués par des femmes par des hommes, puisque c'est au niveau émotionnel et des intérêts et tout. Fait que non, ça a l'air très intéressant. D'autres certains ont l'air de prendre l'expérience plus au sérieux que d'autres, des trucs comme ça. Un peu décalé, mais je pense que c'est... je sais pas si on peut dire grand public, mais je pense pas que c'est si niché que ça. J'ai l'impression que ça s'écoute très bien. Je pense que ça va être assez accessible, effectivement. En tout cas, moi, j'adore la prémisse et de ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Ça a l'air très, très bien. Pour ma part, revenons à un autre film d'horreur, un préquel, à un de nos coups de cœur de cette année.
Évidemment, c'était le film X de Ty West qui était sorti au printemps. Et lorsque le film est sorti, il a comme surpris tout le monde en disant ouais, j'ai tourné simultanément un autre film qui se déroule avant, donc qui raconte la jeunesse du personnage de la femme la vieille dame qu'on voit dans le film X. Et Pearl, donc, de son prénom, sortira cet automne. Ouais, projet intéressant aussi parce que c'est Mia Goth qui jouait une des jeunes actrices porno dans le film X. Ouais. Finalement, c'est elle qui jouait aussi la vieille, mais sous des prothèses pour avoir l'air très âgée. C'est donc elle qui joue la jeune Pearl. Fait que c'est pas une affaire de metaverse que c'est le même. C'est juste qu'ils voulaient travailler un peu avec la même actrice. Puis c'était un peu l'idée. Comme quelqu'un qui prend 2 fois Robert De Niro pour faire deux personnes opposées dans un clan. Fait que, ouais, ça a l'air très curieux. Puis là, au début, on se demandait si on aurait droit ici, parce que quand la bande-annonce est sortie du côté de A24, ça a comme pris du temps. Mais là, récemment, j'ai vu sur le site de VVS qui avait distribué X que là, Pearl est ajouté à leur alignement. Fait qu'on aura le droit, visiblement, dans quelques cinémas. Probablement les mêmes qui ont présenté X. Mm-hmm. Ça reste quand même assez niché, probablement juste en version anglaise et tout. Fait que je sais pas, mi-septembre, je pense, à peu près. Alors, pour ceux qui ont adoré X, on vous invite à découvrir Pearl. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu et que vous aimez ce genre-là, regardez ce petit bijou de film. Sinon, toi, il y avait Carl Jane aussi qui a retenu ton attention. Carl Jane, que j'ai noté de Phyllis Nagy, avait été la scénariste du film Carol en 2015. C'est avec Elizabeth Banks et Sigourney Weaver. Et c'est drôlement d'actualité, surtout quand on sait qu'un film, ça prend quand même quelques années à avoir son aval, puis son feu vert à être tourné, à être monté et tout. Mais ça parle dans les années 60 aux États-Unis, une clinique d'avortement clandestine, dans le fond, où des femmes, finalement, s'épaulent entre elles pour aider des jeunes femmes qui ont des situations qui nécessitent un avortement. Mais avec là tous les changements de politique et le fait que c'est rendu... ce n'est plus constitutionnel, donc plein d'États ont enlevé le droit à l'avortement et tout, le film sort à un excellent timing d'une certaine manière. Ça pique beaucoup ma curiosité, puis là, c'est une petite trame sociale, là, mais tu sais, je veux dire, des fois, on se sent bien à l'abri au Québec de ce genre de recul-là, mais... c'est peut-être des fois des chambres d'écho, puis on se rend pas compte que c'est plus proche qu'on pense. Fait que c'est quand même intéressant de revoir ces combats-là, puis de montrer la pertinence de cette accessibilité-là. C'est non sans rappeler, je sais pas si tu l'avais vu, c'est le court-métrage de Marianne Farley qui s'appelait Frima, qui est sorti il y a comme 1 an à peu près, là, je pense que c'est 2020-2021, avec Karine Gontier-Heinemann, qui avait recours à un avortement, puis c'était comme dans un camion style de viande froide, fait que ça se faisait sur la route. C'était comme un Québec dystopique où c'était rendu illégal l'avortement et tout. Puis Marianne Farley, qui va d'ailleurs faire son premier long-métrage, c'est au nord d'Albanie, là, qui va sortir plus tard. C'est elle aussi qui avait fait le court-métrage Marguerite, qui avait été nommé aux Oscars il y a 2-3 ans à peu près. Fait que, bref, c'est une thématique qui est encore, on ne peut plus tristement d'actualité, si on veut. Moi, ça fait le tour de... moi, j'ai une petite dernière avant d'attaquer les sorties de la semaine. Si on parle un peu d'actualité, il y a Christopher Nolan qui nous a c'est vrai, donné le premier teaser d'Oppenheimer, évidemment, un des scientifiques collaboré à la création de l'armement nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui met en vedette à peu près tout le bottin de l'Union des artistes américains. Cillian Murphy et c'est ça, plein d'autres belles faces. Donc évidemment, on n'a pas grand-chose. On a un décompte évidemment à la date de sortie au 21 juillet 2023. On voit quelques images. Un film qui fait tourner en noir et blanc aussi. Ah, OK. Donc c'est ce que je présume parce que la bande-annonce est en noir et blanc. Ça se peut, ouais. Mais il me semble que j'avais lu ça aussi. Donc, c'est bizarre parce que le poster est en couleur. Ouais. Puis souvent, on met poster noir et blanc, film noir et blanc. C'est peut-être une séquence. Il était collé devant le film Nope. La première diffusion a été devant ce film-là. Justement, c'est pour ça que le décompte, plus le temps passe, moins il fait son sens. Là, mais... je sais pas s'ils vont le changer. Chaque bande-annonce qu'ils vont sortir. Est calée. Ouais, c'est ça, peut-être. C'est vraiment un petit teaser. Là. Il me semble on parlait du tournage il y a quelques mois encore. Fait qu'ils ont dû ramasser les premières images, monter ça, puis dire c'est nous autres qui a Nolan à cette heure parce que c'est plus Warner. Puis... dans un an, guys. Alors, ça fait le tour des bandes d'annonces qu'on vous invite à aller voir. Et sinon, pour les sorties de la semaine, quand même des sorties assez tranquilles, mais je dirais les 2 films principaux sont quand même très à l'opposé l'un de l'autre. Alors, oui, tout à fait. On vise vraiment 2 publics différents.
On commence avec lequel? Québécois, Un été Ok. comme ça. Écrit et réalisé par Denis Côté, lui qui a offert, je pense que c'est son 14e Ouais. film, là, dont Vic et Flo ont vu un ours, plus récemment Répertoire des villes disparues. C'est avec, moi c'est toutes des actrices que je connaissais pas, là, mais Larissa Corriveau qui a fait quand même pas mal de films, était entre autres dans Répertoire des villes disparues, et c'est elle que j'ai dit précédemment qui avait dans Viking aussi. Pour la situer, elle jouait la sœur de Roy Dupuis dans Toute la vie. Télésérie de Toute Ah, la vie, c'est pour ça. ceux qui ont écouté ça. J'ai pas un gros répertoire de téléséries. Laure Giapiconi et Aude Mathieu, qui, elle, je crois, c'est son premier film. Le Ouais, film avait été, entre autres, présenté à la Berlinale en 2022, il y a quelques mois. Comme tu as mentionné d'entrée de jeu, là, en introduction, c'est 3 femmes qui sont invitées dans une maison de repos durant un peu moins d'un mois, là, 26 jours, pour explorer ce qu'on va dire leur malaise sexuel. En fait, on va les décrire comme des hypersexuels, qui souffrent d'hypersexualité, que on pourrait mettre comme de la nymphomanie, mais c'est pas exactement ça, j'imagine, là, un thérapeute professionnel dirait. Là. Elles sont accompagnées dans ce processus-là par une thérapeute allemande, puis un travailleur social très bienveillant. Mhm. Fait qu'on comprend aussi dans la dynamique qu'il y a une thérapeute qui a comme mis ce programme-là sur pied. On le comprend dès le début. En fait, sauf que là, étant enceinte, c'est comme la 2e édition de son projet un peu qu'elle veut mettre en place, probablement à plus grande échelle. Sauf que là, elle peut pas parce qu'elle est enceinte. Fait qu'elle confie, c'est ça, à cette thérapeute allemande qu'elle a choisie sur son CV et tout. Fait qu'il y a comme cette petite tension-là qu'elle veut que ça se passe bien. L'autre, elle sait qu'elle est là juste pour remplacer, pour parfaire son CV et tout. Fait que il y a beaucoup de sexualité dans ce film-là, mais c'est 16 ans et plus érotisme, je suis pas mal certain, de mémoire, oui. Ouais. Et c'est pas... Il y a des trucs graphiques, mais pas tant que ça. C'est pas aussi pire que, mettons, quand on avait parlé de Pleasure, ou je pense à Nymphomaniac il y a quelques années de Lars von Trier et tout. Mais c'est beaucoup dans ce qu'elles vont compter. C'est assez cru. c'est Donc, ça. c'est pour un public averti. Exactement. Fait que tout ce qui est derrière, tu sais, positivement, moi, ça a vraiment piqué ma curiosité, même pendant le film. C'est comme, des fois, je me demandais un peu, mais pas négativement, mais tu sais, pourquoi on voit ça? Tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer un peu dans ce film-là? Évidemment, c'est un genre de vignette, fait qu'il n'y aura pas nécessairement des résolutions à toutes les choses. Ils le disent d'entrée de jeu eux-mêmes pour se minder les professionnels qui sont là, de dire, tu sais, nous, on leur tend on leur tend la main, on ouvre des portes. Tu sais, c'est pas des femmes qui sont, disons, actuellement maltraitées et tout. La plupart sont comme acceptent leurs besoins constants de sexualité. C'est juste les autres essaient de leur faire réaliser que c'est comme, faut que tu trouves une autre manière plus saine de comment dire, de mener ta vie que de driver ça juste par le regard des hommes puis la sexualité. En fait, là, on les juge pas, et d'ailleurs, elles le disent très bien, les thérapeutes, et il n'y a pas de conclusion non plus. Alors, tu le mentionnes très bien, le but de cette thérapie-là ou de cette retraite-là n'est pas non plus d'arriver à une conclusion établie. Et moi, je dois avouer que je n'ai vu aucun des films de Denis Côté. Je le connaissais de réputation. Donc, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant tout au long. Comme je dis, c'est pour un public averti. C'est pas un sujet facile, mais c'est quand même bien tourné, c'est intéressant. On ne s'ennuie pas. Dans sa façon de tourner aussi, c'est intéressant. On est souvent en gros plan sur les personnages. Donc, caméra dynamique. Ouais, là, aussi, qui fait penser Épaule, un peu à... C'est un peu à l'école, sans être aussi extrême, et de Lars von Trier, puis de tout Thomas Festen, puis tout ça, là, cette gang-là en Scandinavie, dont j'oublie le terme qu'on l'avait donné. Mais donc, je pense que c'est tourné en caméra vidéo, même, si je me trompe pas. Ou sinon, sinon c'est un effet qui a été recréé par après. C'est ça, qu'il y a un côté très cru dans l'image. Mais vraiment, je pense que le succès ou le mérite de ce film-là repose sur les 3 comédiennes qui s'abandonnent complètement, qui sont franchement très impressionnantes, là. Et Aude Mathieu, tu dis que c'est un premier rôle, justement. C'est une danseuse, en fait. Elle a tourné beaucoup de courts-métrages et tout ça, dont en danse, mais elle qui joue la plus jeune, parce que dans le fond, on peut estimer que c'est comme 3 groupes d'âge, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, probablement, là, dans les femmes. Là. Et Larissa Corriveau aussi, qui, sans les 3 en détail, pour vous garder la surprise, mais tourne une scène quand même assez impressionnante là, pour une comédienne là, qui surprend.
Et comme elle disait elle-même, c'est le 3e film là, qu'elle tourne avec Denis Côté, donc elle lui a fait entièrement confiance. Et t'as pas le choix aussi. Là, Ouais. donc bravo, vraiment. Elle disait que pour cette scène-là, tu sais, ça a pris un certain entraînement et tout. Sauf que elle a pas trouvé ça si pire. Elle a comme compris un certain plaisir, genre pourquoi les gens font ça. Puis après, quand elle l'a vu au cinéma, elle a dit « Ok, ça a l'air plus... » Pire que c'est. Ça a l'air pire que ça, finalement. C'est un peu ça. Ouais. Une des grosses critiques du film, c'est d'habitude, comme en tout cas, on entend dans tous les sujets un peu tabous, c'est pourquoi finalement c'est un gars qui vient parler de la sexualité féminine. Puis on a vu ça souvent dans plusieurs films parce que on est encore en majorité des réalisateurs masculins. Fait qu'à chaque fois qu'on parle de sexualité, qu'on met des femmes nues, puis toute l'idée des messieurs. Fait que... Mais les 3 comédiennes, notamment, ont témoigné de, en fait, l'ouverture puis de la curiosité de Denis Côté là-dedans. C'est-à-dire que lui aussi, c'est pas juste les personnages qui font ça sans jugement, c'est tout le processus. C'était un peu de dire, ben, oui, c'est la sexualité féminine, c'est super quand on fait de la place à des réalisatrices, des scénaristes pour parler de la vie des femmes, mais dans le fond, est-ce que c'est si mal que ça si c'est bien fait qu'un homme s'intéresse à ça, tu sais? Ben, comme on dit, ils ont été très impliqués dans tout le processus. Denis Côté s'est entouré aussi de sexologues et tout ça. Donc, et moi, je l'ai entendu à la radio en entrevue, Côté. Il a dit, ben, et je le comprends aussi parce qu'il dit, j'aurais pu le faire, ce film-là, sous l'angle masculin. Mais moi, comme artiste, comme cinéaste, ça ne m'aurait pas intéressé parce que c'est quelque chose, à la limite, que je connais quand même. Je suis un homme, mais d'explorer quelque chose qui est loin de moi, que je ne connais pas, la sexualité féminine, ça m'intéresse. Et c'est ce qu'il disait, en fait, pour tous ces films, tous les sujets, c'est des choses qui sont l'antithèse de lui, qui sont très loin de lui, puis c'est ce qui l'intéresse, finalement, c'est de faire des films sur des sujets qu'il ne connaît pas. Alors, fait que c'est tout un processus d'apprentissage, finalement. Oui, vraiment. De façon. Fait à ce moment-là, c'est ça, je pense qu'il faut pas lui porter de mauvaises intentions du tout. T'sais. Non, puis il n'y a aucun voyeurisme. Puis, comme on dit, la sexualité n'est pas traitée de manière érotisante. Là. On n'est pas dans 50 Shades of Grey, loin de là. Là. Donc, parce que les trucs les plus salaces, ils sont racontés. Elles comptent comment commencer leur déboire, si on veut, ou leur attirance vers la sexualité, des choses comme ça, mais c'est pas un gangbang là, dans la maison, justement pas. Les professionnels, puis il y a quelques scènes de tension comme ça, parce qu'il y a un homme, il y a l'intervenant, le travailleur social, puis lui, ben, il résiste à certaines avances des femmes, justement. Donc, un été comme ça, si vous aimez des films qui brassent, qui dérangent, je pense que c'est un film remettre pour en vous. question. Ouais, c'est ça, mais qui reste quand même assez accessible. Là. Tu sais, on est loin de Titan, qui était sorti... Ouais, dans c'est l'année. ça. Donc, c'est pas un film choquant à ce niveau-là, mais c'est ça. Faut juste savoir à quoi s'attendre. Il y a, je regardais dans mes notes, je peux juste ajouter un petit quelque chose. C'est Denis Côté qui mentionnait, parce que là, en entrevue, souvent, il se faisait poser, tu sais, comment ça va voyager à l'international avec ce film-là, tu sais, parce que c'est ce genre de situation. Vu que c'est un film qui a été d'abord envoyé dans plusieurs festivals, ben, il a été connu de l'international. Il est sorti en France avant de sortir ici. Puis il a dit, ben, il y a certains préjugés qu'on pense qui s'avèrent réels, c'est-à-dire la plupart des pays anglo-saxons, même des pays scandinaves, disent le film n'a pas été acquis, ils sont pas intéressés du tout, mais l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud, c'est comme il va être distribué là-bas. Eux, ils ont plus d'ouverture à ces thématiques-là, si on veut. Et que dans tous ces passages-là, ben, il dit, je reçois beaucoup de messages sur les médias sociaux de femmes de partout dans le monde qui me remercient d'avoir fait ce film-là, d'avoir juste permis de montrer que ça existe, ça. Puis le film, on le disait précédemment, il fait beaucoup référence à la normalité. C'est quoi la normalité? C'est juste que là, peut-être que les filles, vous êtes un petit peu dans un extrême qui est malsain pour vous, finalement. Mais ça veut pas dire que toutes les autres, on est parfait, puis que c'est un peu ça, t'sais. Voilà. Alors, dans un tout autre registre... L'offrande plus commerciale de la semaine, disons ça comme ça. Beast de Balthazar Kormiakour. Ouais, un Islandais. Ouais. La Bête au Québec. C'est un réalisateur qui fait beaucoup de films d'action récemment à Drift, Everest, Two Guns, Contraband il y a quelques années. Connaît bien cette talle. On est avec les plus connus, Idriss Elba et Sharlto Copley, qui était dans District 9, c'est ça, District 9 il y a quelques années. Un film...
Incroyable. Oui, c'est ça. Ici, oui, c'est un réalisateur islandais, mais un tournage américain. On suit Idris Elba, qui est le docteur Nate Samuels, qui voyage avec ses 2 filles adolescentes des États-Unis et s'en vont en Afrique du Sud pour montrer à ses filles de, je sais pas, je dirais quoi, 10 puis 14 ans, 12 puis 14, quelque chose comme ça, 12-15. Tu sais, d'où il vient. Et on comprend que leur mère est récemment décédée. Fait qu'il veut leur montrer comment était leur jeunesse avant qu'ils aillent aux États-Unis. Et il va rencontrer un ami de jeunesse qui est Sharlto Copley, qui, lui, s'occupe d'une réserve naturelle. Fait qu'il arrive là, il va en escapade et découvre qu'il y a un lion, je dirais pas mangeur d'hommes, mais plus vengeur, qui se venge notamment des braconniers, mais à un moment donné, tous les humains qui voient son passage, finalement. Moi, je dois confesser, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais plutôt sceptique du concept, mais aussi un peu de la réalisation. Je m'y attends. J'avais tellement pas d'attente, mais finalement, j'ai embarqué dans le jeu. C'est pas mal meilleur que ça peut paraître, honnêtement. C'est, là. C'est comme le meilleur commentaire, mais les deux, c'est ça. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, OK, soit il va y avoir un petit quelque chose d'intéressant qui va faire que c'est très sympathique, soit ça va être exactement ce que je pense, puis c'est genre de la viande sous vide de qualité médiocre. Et c'est finalement, le contraire. C'est ça. On a été agréablement surpris tous les deux. Ça dure 1h30, c'est très bien rempli le temps, très efficace. C'est un suspense et il n'y a pas de temps mort tant que ça. Donc, il y a les bons sentiments. Tu comprends qu'il y a des tensions dans la famille. On va régler ça au travers, mais c'est pas trop lourdeau. Ça prend pas trop de la place. C'est un scénario très classique avec l'espèce de personnage très moderne qui retourne à la nature, qui doit trouver sa place d'homme, évidemment protéger sa famille. Il y a tous ces enjeux-là qui font partie de l'histoire. Puis c'est correct, mais comme tu l'as dit, on tombe pas trop dans le cliché, même si c'est classique. On tombe pas dans le quétaine, mais c'est vraiment les comédiens qui rehaussent le tout. Idris Elba est toujours très bon, mais c'est très efficace, surtout avec ces 2 jeunes filles, les 2 comédiennes, Iana Haley et Lea Savage-Jeffries, qui sont vraiment crédibles et la chimie entre eux fonctionne vraiment. On y croit que c'est une famille. Il y a une aisance et moi, j'ai vraiment adoré leur jeu, ce qui fait que j'embarque pas encore plus dans l'histoire. Ouais, puis au niveau technique aussi, je me demande quand même comment ils ont fait parce que je suis pas mal sûr que c'est pas des vrais lions, là. On fait plus ça, là. Tu peux filmer de loin, mais pas de la bataille, là. Comme, je me souviens plus c'est quoi l'espèce de film fou, là, que quelqu'un avait tourné avec des vrais lions, là, il y a une couple d'années, puis qu'il y a du monde qui a été scalpé puis défiguré, là. Je me rappelle pas de ça. C'était comme un passionné de lions, là. C'est un tournage qui a duré vraiment beaucoup de temps, puis ce film-là est super malaisant parce qu'il y a des vraies blessures, des vrais trucs dedans, là, en tout cas. C'est une autre affaire, fait que bref, mais c'est, tu sais, quand il y a des attaques du dit lion, c'est super bien fait. On y croit. Je me demande comment ils ont fait ça. Là, sûrement quelqu'un en saut de verre qui te saute dans le dos ou on te lance un gros coussin de 75 livres sur toi pour que tu tombes à terre. Je sais pas. Comme on dit, la tension était super bonne. La musique est au rendez-vous, pas trop présente, juste ce qu'il faut. Et c'est quand même un très bon clin d'œil à Jurassic Park, l'ensemble. Et à un moment donné, c'est pas pour rien que je pense qu'il y a une des filles qui a un chandail à l'effigie de Jurassic Park qu'on voit un petit peu le temps d'une séquence. Puis tu sais, c'est un peu ça. La bête en nature protège 2 enfants. En tout cas, il y a un véhicule sur le bord d'un... ils se réfugient beaucoup dans leur véhicule, comme quand il y a l'attaque du T-Rex dans le premier. On peut faire des liens aussi avec Jaws. Là, clairement, le réalisateur, je pense, est un fan de Spielberg. Parce qu'aussi, on traite le lion un peu comme le requin. On le cache un peu au début et tout ça. Donc, non, puis au niveau de la mise en scène, on a remarqué aussi, il y a beaucoup de longs plans séquences. On est en plan continu. Donc, il y a une belle recherche. Il ajoute plus de tension. Souvent, quand un protagoniste va sortir, se demande où est le lion, au lieu de faire plein de plans, plan contre plan, des choses, la caméra va prendre le temps de tourner autour de lui, puis que là, y a-tu quelque chose où il n'y a rien? L'as-tu vu, l'as-tu pas vu? Puis non, c'est bien fait. Je serais curieux de voir si on tournait ça avec des drones, parce que des fois, ça va dans des espaces. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les comédiens, mais la caméra se promène un peu, puis tout ça. Donc, je serais curieux de voir des images du tournage. Je sais pas, des drones entre des comédiens, c'est parce qu'il y a un risque de blessure, de petite hélice dans l'œil assez fatal. Fait que c'est plus entre des buildings puis des chars d'habitude qu'on va faire ça. Mais puis à noter aussi, moi, vraiment la très belle direction photo de Philippe Rousselot, qui est quand même un des directeurs photo quand même
les plus primés au monde. On a une petite idée, il a travaillé avec Jean-Jacques Bénix, John Borman, Jean-Jacques Hano, Tim Burton, donc vraiment avec des très c'est ça, grands. il était dans Big Fish. Hein, Oui, Big Fish, c'est lui La qui a Reine fait, Margot, il avait gagné un Oscar pour River Runs Through It de Robert Redford, donc un habitué de tourner en nature et ça se ressent. Là, vraiment, il nous montre une Afrique, une brousse là, vraiment somptueuse. C'est ça, puis dans comme on dit, tu sais, le film va assez rapidement. Il n'y a pas trop de scènes, si je peux dire, what the fuck, là, genre... pourquoi vous faites de très mauvaises décisions et d'affaires comme ça? Il y en a peut-être certaines. Il y a quand même une finale un peu grandiose, mais qui est quand même dosée, là, ça va. Genre, fait que... oui, je pense que c'est comme le divertissement facile de la semaine, là, si on veut. Là. C'est, je pense d'ailleurs que c'est... évidemment, un film qui gagne à être vu au cinéma dans ce moment-là. Si vous attendez qu'il soit à la télé, ça se peut que vous le trouviez plate. Mais... effectivement, ça n'aura pas le même impact. Mais moi, je trouve ça juste le fun d'avoir un autre environnement, l'Afrique, la brousse et tout ça. Donc, ça nous change aussi de ce genre de film d'action, entre guillemets, là, de thriller qui se passe dans les villes, là, où c'est souvent toute la même chose. Donc, boudez pas votre plaisir, allez voir ça. Avantage cinéma, peut-être que certains ont des télés hors de prix. Moi, j'ai pas une télé si haut de gamme que ça. Puis un film qui se passe beaucoup dans la noirceur. Il y a une bonne séquence qui se déroule la nuit. C'est vrai. Fait que si tu veux pas juste voir des shades de pixels noir, gris puis gris pâle, là, c'est quand même mieux au cinéma à ce moment-là. Sinon, d'autres petits trucs qui sortent sur nos écrans? Oui, il y a, là, on parlait de méchants lions, il y a des méchants dinosaures. Dans Timescape, Retour aux dinosaures, qu'on suit deux adolescents un peu débrouillards qui tombent par hasard sur un mystérieux navette spatiale ou de quoi, puis en tentant de comprendre comment ça marche, les deux nouveaux compères se voient catapultés dans le monde préhistorique, en fait, juste à peu près juste avant l'arrivée de la fameuse comète qui va tout détruire. Fait qu'il faut qu'ils réussissent à réparer tout ça. C'est un film canadien, disponible aussi justement en version française, qui rappelle, mettons, la lignée un peu des... les Contes pour tous ont été tournés beaucoup en français, là, à part peut-être Opération Beurre de Pinot et tout, mais ça me faisait penser, moi, quand j'étais jeune, c'était Les Aventuriers du Temps perdu, qui était un film... canado-anglais, justement. Fait que cette vibe-là d'aventure, donc, en prise de vue réelle, là, si c'était pas clair dans mon explication, pour une sortie familiale, le drame sentimental français Passion simple, qui on est peut-être pas trop loin de la thématique d'un été comme ça. C'est une mère récemment divorcée qui s'occupe de son jeune adolescent. Elle est professeure d'université, puis elle va démarrer une liaison très charnel, majoritairement charnel, avec un homme marié qui est un genre de ténébreux employé du consulat russe. Là. Je pense que c'est un fils de diplomate, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment la chronique d'une relation toxique, finalement, là, que ça fonctionne quand lui, il le désire et lui, il l'appelle puis est en attente de tout ça. J'avais eu la chance de le voir là, à Cinémania en octobre. Ça fait un certain temps, mais Laetitia Doche, qui est la comédienne principale, est très bonne dans ce film-là, très incarnée. Plus, quand même, je sais pas comment dire, explicite sexuellement, ce film-là. On parle moins du mental, beaucoup plus du physique, si je peux me permettre. Fait que, bref, si c'est votre genre. Et il y a, pour les fans d'animation, c'est pas tous les cinémas qui l'ont, mais Dragon Ball Super Héros. Dragon Ball Super Hero, qui est, on continue les aventures de Son Goku, mais je pense que c'est beaucoup disponible en version originale japonaise, sous-titrée anglais. Peut-être des fois c'est doublé en anglais, mais je crois pas qu'il y ait eu de version française. Fait que ceux qui suivent la série et les films d'animation, ça prend l'affiche cette semaine. C'est tout ce que j'ai noté pour un bon retour quand même, pour notre part. La semaine prochaine, moi, il y a qui pique ma curiosité, encore avec Idris Elba, c'est 3000 Years of Longing de George Miller, lui qui nous avait offert récemment Mad Max Fury Road, qui travaille sur le préquel Furiosa. Et là, revisite le mythe du génie. Exactement. Dans la lampe. On s'en reparle, là. Checker la bande-annonce d'ici la semaine prochaine. Tilda Swinton trouve une lampe avec un génie qui est joué par Idris Elba, puis qu'on va... d'une manière un montage qui semble très excitant et musicalement présent, nous montrer peut-être tous des souhaits qu'il aurait réalisés, que ça serait tourné bien ou tourné mal, comment peut-être la bouteille s'est rendue jusqu'à elle. Bref,
On découvre ça, on démystifie cela pour vous la semaine prochaine. Et il y a d'ailleurs l'automne, je pense qu'il va être quand même très bon, là, notamment on en a parlé dans toutes les bandes annonces qu'on a nommées, ce qui s'en viennent. Fait que, écoute, parlez du balado à vos amis fans de ciné, même si vous n'écoutez pas chaque épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favori. Et tiens, on le dit jamais nous autres, mais tous les podcasts disent ça. Donnez-nous donc 5 étoiles en évaluation sur votre plateforme favorite. Ça aide à faire monter la popularité de notre balado. Oui, puis si vous vous intéressez aussi au cinéma québécois, bien, on a plein d'épisodes spéciaux thématiques sur les films, certains qui sont sortis au printemps, d'autres toujours à l'affiche, comme Ligne de fuite, entre autres. Et Arsenault et Fils, peut-être dans quelques cinémas également. Et on va poursuivre ça aussi tout au long de l'automne, quand l'occasion se présentera. Exactement. Moi, d'ailleurs, là, je sais pas si nous, on promet rien, mais le prochain gros film québécois va être Niagara aussi dans quelques semaines déjà. D'ici là, contactez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement, comme d'habitude, le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite de bon cinéma et bon popcorn.